et à travers le web et aussi la chaîne Seneweb. jërëjëf dinañ waxtaan ak yow sur les questions d'intérêt national waaye tamit dinañ waxtaan si li nga xam te nii bitim réew la xewee rawatina li nga xam te barki dem moo xewoon sa Washington ak sommet bi nga xam te nii amoon na si diggante Donald Trump ak ñenn ñoo xam ne ni aussi dañoo bokk si ay kilifaay Union européenne ak ñun tuddee la coalition des volontaires tey tamit àndoon ak ñoom Emmanuel Macron yooyu ak ñoom Zelensky waaye laata loolu amoon beneen ndaje aussi entre président Trump ak Poutine sa Alaska loolu yëpp tam mel ni ñu ngay jëm si autre solution si guerre bi am diggante Russie ak Ukraine ban analyse ngay def si dernier développement yi am si li ma la wax léegi nii. D'ailleurs d'abord il faudrait ñu commencer par suñu bëggee wax situation guerre en Ukraine bi. bu ñu attardé seulement sur les derniers développements qui ont eu lieu. Parce que derniers développements yi bien entendu ça a un impact significatif pourquoi il y a une tournure qui a eu sur les événements. Par contre su fekkee dañoo bëgg a analyser guerre en Ukraine il faudrait qu'on remonte en 2014. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le Donbass? Parce qu'en ce moment-là, on sentait que l'Ukraine, il y avait ce qu'on appelle la révolution orange, qui a renversé l'ancien régime qui était là de façon démocratique. Donc d'ailleurs, loolu sax ci les Russes di insister tout le temps. Quoique, on ne peut pas résoudre le conflit sans pour autant questionner les causes profondes du conflit. Donc on voit que présentement, il y a une dichotomie qui se passe. Pourquoi? Parce que les Russes veulent parler des causes profondes. Cependant, les Occidentaux, à l'occurrence les Européens, veulent régler la situation par un cessez-le-feu temporaire pour pouvoir discuter. Donc on a vu que Washington a tourné le dos aux Occidentaux pour s'aligner davantage sur la position russe. Pourquoi? Parce que Donald Trump a fait une nouvelle politique. D'ailleurs, bu ñu xoolee la guerre en Ukraine c'est une guerre beaucoup plus profonde que cela. Pourquoi? Parce que l'Ukraine initialement faisait partie du bloc soviétique. Donc ils ont eu leur indépendance après la chute du bloc soviétique en 91, donc en 92 indépendance. Donc par la suite, il faisait partie de ce qu'on appelait la zone géographique sous domination ou sous contrôle russe indirect. Donc loolu moo tax Russie mënul nangu Ukraine jël indépendance à 100%. Mais en même temps aussi, il y a d'autres questions financières là-dessus, mais aussi une guerre idéologique derrière. Pourquoi? Parce que le bloc atlantiste veut gagner du terrain à travers les pays de l'Est, les pays baltes. Malheureusement, Russie se sent un peu plus menacée. Pourquoi? Parce que si l'Ukraine intègre la zone de l'OTAN, ça voudra dire que Russie aura l'OTAN à ses portes. Donc ça, c'est une ligne rouge pour la Russie. Donc loolu ça a été discuté plusieurs fois. Maintenant, pour revenir sur la question, qui sont les développements actuels. Oui. Donc on a vu que du côté atlantiste, qui sont les États-Unis, il y avait une politique démocratique des démocrates qui étaient là bien avant Donald Trump. Biden, oui. Ouais, Joe Biden et son administration, ils étaient beaucoup plus européens. Donc ils avaient une mentalité qui était soutenue par les Européens, qui était soutenue de l'Ukraine pour avoir une défaite stratégique de la Russie. Malheureusement nag loolu Russie dafa nekk une puissance militaire boo xamante ni attaqué ko wala daanaka sur le plan militaire est une quasi impossibilité. Pourquoi? Parce que c'est une puissance nucléaire. C'est la première puissance nucléaire au monde présentement. Donc ce qui fait que sur ce point-là c'est un problème. Donc le camp républicain qui est nouvellement au pouvoir aux États-Unis a une vision différente. Ils veulent plus aller dans la négociation, dans le règlement des conflits et aussi privilégier le côté économique. Donc on a vu d'ailleurs plusieurs développements qui ont eu lieu. Donc loolu moo waral qu'est-ce qui s'est passé? Donc Donald Trump, le fait qu'il ait invité le président Poutine en Alaska, c'est un sommet qui était historique. Donc les discussions n'ont pas été seulement militaire, mais aussi économique. Pourquoi? Parce que Kirill Dmitriev, qui est le président du fonds d'investissement russe, était présent. Oui, c'est délégation de beaucoup. En même temps aussi, aux États-Unis, le président, le secrétaire au Trésor était présent. À côté, il y avait Sergei Lavrov, il y avait Marco Rubio aussi. Donc, si on voit la composition des délégations, on voit que c'est une géopolitique qui touche beaucoup plus l'économie que les aspects militaires. Que seulement l'aspect militaire. Donc, les deux aspects étaient conjoints du moins. D'accord, mais wax nga ko daje bu historique la woon mais dafa mel ni bi ñu génnee président Trump li mu bëggoon amu ko kii Poutine moo gënoon nekk à l'aise moom leen gisoon nekk sax ci discours am sax moo gën a gudd mais amul woon foofu accord pour wax cessez-le-feu kii Donald Trump sax il parle de paix loolu la ñuy wër carrément pas cessez-le-feu mais dafa mel ni négociation yi aboutiragul ci lu war a tax ñu am yaakaar. En fait, il faudrait savoir que la géopolitique est quelque chose de très complexe. Donc, on ne peut pas résoudre une guerre avec des causes aussi profondes en une journée. Ça, personne ne pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un cessez-le-feu ou bien un règlement définitif du conflit. Le règlement définitif du conflit se fera sur une longue durée. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre que les zones qui sont concernées, qui sont Luhansk, Donbass, Crimée, c'est des zones qui sont russophones.
à plus de 80% dans certaines localités qui sont des Russes ou des russophones, des personnes issues de la Russie. Donc ces personnes-là ne peuvent pas être abandonnées par la Russie, ou la Russie ne les abandonnera pas. Quoi qu'il en soit, il trouvera un moyen de les intégrer. Dans la mesure où la Russie est en position dominante en matière militaire, donc il faudrait savoir que ça aussi, ça aura un impact sur les négociations. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a comme si on a 3 camps. Le camp russe qui a campé sur ses positions dans ses déclarations initiales, qui sont démilitarisation ou bien non-intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Deuxièmement aussi, statut de neutralité ukrainienne. L'autre chose aussi qu'il demandait, c'est la semi-autonomie de ces zones qui sont concernées. C'est ça qui était réclamé dans les accords de Minsk 1 et Minsk 2 qui étaient signés par les Européens. À l'occurrence, il y avait François Hollande, il y avait aussi la chancelière allemande, Angela Merkel. À l'époque, oui. Il y avait aussi autant il y avait une partie boo xam ne Poutine moo ko defoon, il y a une partie boo xamante ni c'était fait par Dimitri Medvedev. Donc accord yooyu Russie li mu fa réclamer la lay réclamer ba léegi. Maintenant le deuxième camp c'est le camp européen. Eux ils veulent affaiblir la Russie. Avec une armée forte bu ñu bëggal Ukraine aussi parce que Macron daf koy faral di wax. lu bari Macron daf koy faral di wax mais le problème c'est que xam nga bëgg ak mën c'est deux choses différentes. Il faudrait que savoir que présentement nous sommes dans une géopolitique où l'Europe s'affaiblit davantage. Pourquoi? Parce qu'en matière de géopolitique, si vous n'avez pas les cartes économiques, vous allez être affaibli sur le terrain de négociation. Donc pour développer encore le troisième camp était le camp des États-Unis avec une nouvelle politique qui veut stabiliser la situation géopolitique mondiale, ce qui fait que Donald Trump a une vision différente de l'ancienne administration. Lui, il est beaucoup plus dans la recherche de la paix. D'ailleurs, entre guillemets, présentement, il réclame de plus en plus le prix Nobel de la paix. Donc ça aussi, c'est autre chose. Maintenant, pour revenir sur la situation militaire ou bien armée européenne, donc l'autre chose aussi, c'est que bu ñëwee ci Europe, ils dépendent quasiment des États-Unis. Ça veut dire que l'Europe, en matière militaire, ne peut aller nulle part ou bien n'ira pas loin sans les États-Unis. D'ailleurs, ils ont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan de 800 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années. Sauf que ce plan-là a un problème de taille. Ça veut dire que l'investissement. Pourquoi? Parce que la plupart des pays européens sont extrêmement endettés, sont très endettés. France, trouver les fonds est un problème. Si on rentre dans la finance, en France, présentement, il n'y a que des problèmes. C'est vrai. Le taux d'endettement dépasse les 113%, pas les 115% bientôt. François Bayrou qui dit chaque seconde 5 000 euros, dès maintenant la France s'endette de 5 000 Exactement. euros. L'autre chose aussi, la notation de la France a été abaissée tout récemment. Donc ils sont à B avec une perspective BBB avec une perspective négative. Donc ce qui fait que la France emprunte de plus en plus difficile sur les marchés financiers. Ce qui fait que pour financer ce problème-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adouci les clauses du pacte de croissance et de stabilité de l'Union européenne qui faisait que chaque pays ne peut pas dépasser 3% de son PIB en matière de déficit. En même temps, chaque pays ne peut pas dépasser plus de 60 à 70% de taux d'endettement. Ce qui fait que malheureusement, ça va créer encore un autre problème qui est le problème de la dette publique. Et d'ailleurs, ça j'alerte beaucoup là-dessus, c'est que les prochains problèmes dont le monde fera face ou les prochaines crises pourrait concerner les dettes publiques. D'accord. léegi bu loolu weesoo am na ñu naan Poutine moom moo gagné ci rencontre bi amoon ak Donald Trump parce que Poutine mandat d'arrêt international contre bi nga xam te ne lancé nañ ko au niveau de la haie contre moom Cour pénale internationale waaye isolement bi ñu ko bëggoon def dafa mel ni avec cette rencontre avec Trump ak li nga wax sànq ne am na benn volet économique bu am solo dafa mel ni daf ko réhabilité maanaam mondialement daf ko réhabilité ndax jàpp nga ne tamit mën na ci am lecture boobu am déet. waaw mën nañu am lecture boobu mais il ne faut pas voir ça dans une perspective de victoire ou de défaite. Il faudrait voir dans une perspective qu'est-ce qu'on veut. Poutine cherche la paix, Donald Trump cherche la paix. Du moins des discours c'est ça qui est avancé ou qui est mis sur la table. Ça veut dire que juste sur ce point-là, tous les deux peuvent dire qu'on est dans la bonne direction. D'ailleurs, le seul point ou bien le point faible dont on pourrait avoir du côté des États-Unis, c'est que les États-Unis voulaient ou bien les Européens voulaient qu'il y ait une rencontre tripartite. Tripartite voudrant dire Europe ou bien Ukraine, Russie, plus les États-Unis. Cependant, la Russie avait exigé que la rencontre soit bilatérale, c'est-à-dire que États-Unis face à la Russie pour faire des négociations. Et d'ailleurs, Poutine, la question d'isolement là, c'est une question qui est vraiment
biaisé. Pourquoi biaisé? Parce que Poutine est dans une organisation qui sont les BRICS+. Les BRICS étant présentement l'organisation économique la plus dynamique au monde et sont dans une phase d'intégration accélérée. Pourquoi? Parce que la communication ou le commerce entre ces pays-là, ça va, avance de plus en plus. Les BRICS représentent plus de 40% de l'économie mondiale, qui dépasse d'ailleurs le G7. Les BRICS représentent plus de 54% de la population mondiale. Ce qui fait que si on parle d'isolement, le sommet de Kazan qui s'est passé il y a 2 ans montre que non, la Russie n'est pas isolée présentement. D'accord. Donc dans ce cas de figure, dans cette perspective-là, on peut dire que non, cet argument d'isolement ne tient pas forcément là. D'accord. Par contre, il y a une victoire énorme de la diplomatie russe dans la mesure où Vladimir Poutine se voit dérouler le tapis rouge dans un territoire américain, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Ça, oui, c'est une grande victoire de la diplomatie russe. D'ailleurs, ils sont en train de se glorifier à cause de ça. Et l'autre chose aussi, indirectement, l'Union européenne se retrouve un peu au banc des téléspectateurs. Oui. Alors que la guerre se passe en Europe. Ça veut dire qu'eux, ils devraient prendre. Par contre, le seul hic, c'est que la posture européenne a été d'alimenter davantage la guerre. Malheureusement, et cette posture-là commence à les rattraper. Et indirectement, si on parle d'économie aussi, on a vu que l'énergie russe qui alimentait l'industrie européenne a été détournée en Asie, ce qui fait que la production européenne devient de plus en plus chère, ce qui fait que les industries européennes sont moins compétitives face à la concurrence mondiale, ce qui fait que présentement, figurez-vous que dans les prochaines années, l'économie mondiale est en train de virer vers l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, c'est la concentration américaine. La prochaine destination américaine, ça va être l'Asie du Sud-Est. Présentement, on le voit de plus en plus, l'administration américaine qui tourne vers l'Asie du Sud-Est. D'accord. En tout cas, c'est vrai que épuisez-nous tous les points si chapitre boobu noonu, mais il faudrait que ñu wax si lu ñu kon intéressé directement ñun muy Sénégal, même bu nekkee léegi aussi daf ñuy laal ñun muy diplomatie bu Sénégal ak ni mu taxawee léegi avec le duo Diomaye Sonko nga gis le premier ministre avec ses voyages tout récemment la jóge Turquie, le président de la Fontoon ni mi ngi Japon. am ñu bëri ñuy poser ay questions si rôle bi le premier ministre nekk di jouer au niveau de la diplomatie ñi naan war na ko waru ko mu ngi koy def mën na see indi apport am déet yow ban lecture nga si am. Donc, avant de répondre à cette question-là, je vais faire un petit ricochet sur ce dont on parlait tantôt, sur les turbulences géopolitiques actuelles et l'impact que ça peut avoir en Afrique ou le Sénégal en particulier. Il faudrait savoir que nous sommes dans un monde globalisé et multipolaire. Pourquoi? Parce que dans la mesure où nous sommes dans un monde globalisé, où les supply chains, où les chaînes logistiques sont interconnectées, tout impact qui se passe dans un pays avec un impact économique ou bien un impact logistique majeur va impacter automatiquement les autres pays. Ce qui fait que l'Afrique a été impactée de façon directe. Si on regarde d'ailleurs récemment, on a vu une forte inflation qui s'est défrayée à travers le monde. Une inflation voudra dire un décalage ou une conséquence de l'inflation sera un décalage entre la valeur et le prix. On a constaté que les denrées de première nécessité ont été fortement augmentées à travers le monde. Tey boo xoolee Russie étant le premier producteur mondial de blé, le cours du blé ayant impacté. Ukraine aussi est un grand exportateur de blé aussi, il faudrait savoir. Ça veut dire que les denrées de première nécessité sont concernées. L'autre chose aussi, quand on parle d'énergie, la Russie fournissait la quasi-majorité de l'énergie en Europe. Que ce soit le gaz à travers les gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2 qui ont été impactés suite à la guerre aussi. Donc ce qui fait que les coûts de production ont beaucoup augmenté à travers le monde. Tout le monde a constaté que les 3 dernières années, les prix ont augmenté à tous les niveaux. Donc là aussi, il faudrait savoir que nous, on doit avoir des politiques proactives afin d'anticiper ces crises-là. D'ailleurs, ça, tout le temps, j'ai un chapitre dont je parle ici que chaque pays doit avoir une planification économique à long terme avec des mises à jour régulières à travers le temps, s'il y a des crises ou des situations imprévues qui se passent. Donc pour revenir à la question maintenant de la géopolitique ou de la diplomatie sénégalaise présentement. Donc il faudrait savoir que en termes académiques, il y a des domaines qui sont réservés aux compétences du président de la République. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, c'est juste un organigramme. Organigramme, dans toute organisation sérieuse, il y a ce qu'on appelle un organigramme avec chaque personne sachant où est la hiérarchie directe. Donc, si on prend des domaines de souveraineté nationale, affaires étrangères, armée, ils doivent répondre directement au chef de l'État. Maintenant, dans une configuration politique état comme le Sénégal, le premier ministre m'a proposé le gouvernement et le président m'a validé. Donc le président m'a donné feuille de route, le premier ministre m'a assuré l'exécution de la feuille de route. Donc il faudrait savoir que nous sommes dans un état avec un tandem à la tête. Bassirou Diomaye Faye, son excellence étant le président de la République, Ousmane Sonko étant son premier ministre, si le président ayant des tâches aussi
élevée ou bien aussi lourde peut avoir un premier ministre qui est capable de suppléer ou bien de mener le bateau dans certaines situations ou bien d'assurer l'intérim dans certaines situations, tant mieux. L'affaire, c'est juste qu'il faudrait savoir institutionnaliser tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive aussi, qu'on tombe dans de l'amateurisme. L'amateurisme voudra dire quoi? Voudra que chacun fasse des choses jusqu'à ce qu'on se chevauche ou bien qu'on ne se comprenne pas. Institutionnaliser, ça permet de savoir où est la limite de qui et où. Pourquoi? Parce que oui, nous avons Ousmane Sonko qui est capable d'assurer, ou bien que le président lui fait confiance. Mais qui a une reconnaissance internationale. Exactement. Et tout, ouais. Ça, c'est aussi un point fort qu'il a, surtout au niveau de la zone africaine. Par contre, ce qu'il faudrait éviter aussi, c'est que dans l'avenir, si on n'institutionnalise pas ça, je veux dire qu'on ne le formalise pas sur des papiers, qui soient écrits noir sur blanc, ça pourrait impacter le Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal doit demeurer. Donc, si un premier ministre vient dans l'avenir, qui n'est pas Ousmane Sonko, et que ce régime-là passe dans des années... Mais est-ce que ce n'est pas lié au parcours, à la personnalité, d'ailleurs, à la dimension du Premier ministre bi ñu am jamono ji? Est-ce que nekkul loolu moom mooy jur li ñu am nii? Est-ce que bu ñu amee beneen Premier ministre bu mel ni man, lépp duñ ñëwaat à la normale comme ni nga koy waxee? Ouais, mais xam nga, il y a ce qu'on appelle les précédents. Oui. D'ailleurs, en justice ou bien en matière judiciaire, on parle de jurisprudence. Oui. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait quelque chose qui est toléré, donc demain, si quelqu'un le fait, ça sera toléré. Donc, ce que je dis présentement, oui, c'est une force. Si on a un Premier ministre qui a la possibilité de pouvoir suppléer le président dans certaines situations, pour moi, c'est un avantage. Parce que ça permet de pouvoir alléger la charge du président. Absolument. Par contre, l'idéal aurait été d'institutionnaliser ça ou de formaliser ça de sorte à ce que on puisse savoir où se situent les responsabilités de chacun et où se trouvent les limites de chacun. Mais par contre, ça peut être un point très positif. Mais il faudrait faire attention parce qu'il y a une pente glissante là-dessus. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers ce que disait le président de la République, vers un Premier ministre fort, comme il le disait? Est-ce que c'est là que nous devons dem am déet? waaw loolu nag man dina xaw a jafe ma wax ci parce que je ne sais pas c'est quoi la mentalité derrière l'idée. Donc xam nga contenu bi def ci Premier ministre fort. Parce que par défaut un Premier ministre ne peut pas être faible. Ça par défaut je considère. Non, pourtant ñun nag Sénégal constitutionnellement le Premier ministre n'a pas beaucoup de pouvoir. waaw xam nga Sénégal nous sommes dans un régime présidentiel. Oui. Personnellement, si j'avais à conseiller ou à choisir ou à orienter la politique sénégalaise, je l'aurais déchargé de plusieurs responsabilités. Pourquoi? Parce qu'un pays, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Et une responsabilité ne peut pas être entre les mains d'une seule personne. Même une petite organisation doit avoir un système ou une planification de sorte à ce que le président puisse avoir des backups. Donc, on est une personne avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Donc avoir quelqu'un qui est capable de suppléer, c'est quelque chose qui pourrait aider. Donc dans le cadre de Ousmane Sonko présentement et Diomaye Faye, oui, on a de la chance d'avoir un Premier ministre qui a peut-être un certain charisme, qui est capable de galvaniser les troupes, qui est capable de mener quand même à bien son travail. Bon, les Sénégalais apprécieront à quel niveau le Ligue 8e Kanawal ou pas. C'est au Sénégal d'apprécier, c'est pas forcément à moi. Par contre, li may ragal rek mooy ñu dem ci pente glissante. D'accord. Loolu moom c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment éviter. Pourquoi? Parce que un précédent ça pourrait avoir. D'accord. Léegi ñu dem rapidement ci plan de redressement parce que waxtu benn xoj mais dina am beneen occasion pour gën a mën a yaatal parce que c'est vraiment intéressant. Le plan de redressement bi nga xam te ni le Premier ministre lancé na ko lu yàggul dara au Grand Théâtre ak ni mu ko lancé ak tous les développements yi nga xam te ni moo ci am ñu war a soxla 5677 milliards yoo xam ne nii aussi moom moo war a financer ce plan de redressement moom la ñuy soxla ñu wax ni lépp da nga koy en tout cas li ci ëpp si économie endogène la nga koy asseoir la nga koy taaj loolu ban lecture nga si def en tant que ku sax xam màcc si wàllum koom. waaw xam nga plan de redressement bi nag malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup plus de finances que d'économie. Donc purement en tant que fiscaliste, je vous parle en tant que conseiller financier ou fiscaliste, donc je vois beaucoup plus l'aspect financier que l'aspect économique. Pourquoi? Parce qu'en économie, il y a des indicateurs ou ce qu'on appelle des agrégats. Donc on peut en citer beaucoup. On peut voir PIB, IDH, production, consommation, exportation, balance des paiements, balance commerciale. Tout ça, c'est des indicateurs économiques qui permettent de pouvoir planifier un plan d'investissement. Donc malheureusement, ici, on a plutôt vu un plan qui parle beaucoup plus de fiscalité. Comment on va faire de sorte à renflouer les caisses de l'État. Le contexte peut le justifier. Le contexte étant que le Sénégal soit un pays endetté, un pays qui est à court de liquidité, où nous avons des tensions, ce qu'on appelle des tensions de trésorerie. Donc ce qu'il faudra dire que le Sénégal, pour pouvoir se redresser, doit trouver un moyen de renflouer les caisses pour pouvoir financer son activité économique.
Par contre, avant le plan de redressement, il y avait le budget. Le budget 2025, il y a vraiment de quoi réviser le budget. Parce que la part de l'investissement... Malgré la LFR, la loi des finances rectificatives. Malgré, vous avez dit malgré. Donc ça, c'est un bon point. Pourquoi? Parce que le budget initial prévoyait un déficit de 7,08% du PIB avec une croissance projetée à 8,08%. 8,8%. D'ailleurs, autant le FMI avait fait une mission au Sénégal et sur le rapport de cette mission-là, il disait que le Sénégal avait un peu majoré, entre guillemets, il avait fait entre guillemets, était optimiste. Personnellement, j'avais fait une vidéo dans ma chaîne YouTube sur laquelle je parlais du budget. Ça, c'était en décembre 2024. Donc, j'avais dit que le budget là, ça m'étonnerait si ce budget tient la route. Franchement, en tant qu'expert, je l'ai fait une analyse personnelle, financière, pas forcément partisan, mais une analyse qui est vraiment basée sur les facteurs économiques ou sur des facteurs scientifiques. Donc, pourquoi? Parce que si on planifie un budget avec un déficit de 7,08% et que je vois des autorités qui se glorifient là-dessus, je me dis, waouh, il y a un problème quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les standards économiques au monde ou financiers au monde disent qu'un budget ne devrait pas dépasser 3% de déficit. Et si on retourne à la source économique, une situation où le déficit budgétaire était à 13%. Vous avez fait la situation des finances publiques certifiée par la Cour des comptes. Je vous dis une chose. Oui. Dans ma vidéo, j'ai cité un économiste qui s'appelle David Ricardo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les déficits d'aujourd'hui sont les augmentations d'impôts de demain. Et une augmentation d'impôts, ça veut dire un frein. Parce que conséquence, moi, comme les déficits. Laissez-moi, wow. Je vais finir. Je vais faire un raisonnement rapide d'économie. Ouais. Économie et finances mélangées. Wow. Les déficits d'aujourd'hui sont les augmentations d'impôts de demain. Une augmentation d'impôts voudra dire une limitation de la consommation des ménages. Une limitation de la consommation des ménages peut impacter la production. Pourquoi? Parce que la consommation étant une composante essentielle de l'économie. Personnellement, je parle beaucoup d'une formule économique que j'avais théorisé personnellement. Vous ne le verrez pas quelqu'un qui l'aurait dit, mais moi j'en parle beaucoup. Oui. C'est l'économie repose sur 3 pieds. Production, consommation, exportation. Une fois que ces 3 pieds-là sont en train de rouler, la machine va rouler. Mais si une de ces composantes-là se freine, ça va impacter les autres. D'accord. Je vais m'expliquer. Production, moi soutenir l'emploi. Pourquoi? Parce que si les industries, les services, les entreprises tournent, ils ont besoin de personnel pour pouvoir tourner la machine. Ça, c'est l'emploi qui est soutenu. Mais si on produit des biens et services, c'est pour les vendre à quelqu'un, bien entendu. Donc, si la consommation n'est pas présente, ça veut dire que la production ne pourra pas se tenir à long terme. L'autre chose aussi, les exportations. Les exportations vont faire quoi? Les exportations vont non seulement soutenir la balance commerciale du pays, mais en même temps, ils vont soutenir ce qu'on appelle la balance des devises. Balance des devises, tout pays a besoin d'avoir une balance des devises pour pouvoir soutenir sa monnaie locale. D'ailleurs, Sénégal, monnaie, mais pour l'instant, ça c'est une autre question à laquelle je pourrais développer davantage. Mais le problème de moi, donc si on n'a pas ces 3 composantes-là, l'économie a un frein. C'est ce que plan. Non, ça c'est pas question de plan. Je parle de l'économie en général. Voilà, les deux plan. Maintenant, pour nous plan, comme je disais, le plan parle beaucoup plus de finances que d'économie. Donc moi, ce que je dirais, en matière économique, il y a celui qu'on appelle John Maynard Keynes. Économiste bi xam nañu ko. kooku bi ñu nekkee après guerre moom moo nekk sa théorie la ñu utilisé woon. au-delà de Ricardo. Adam Smith pour pouvoir redynamiser l'activité économique. D'accord. Donc qu'est-ce que les Américains ont fait avec ce qu'on appelle le plan Marshall? Ils ont investi beaucoup d'argent dans des infrastructures et l'éducation de sorte à créer artificiellement une bulle de consommation. Par exemple, si le Sénégal indirectement ou bien avait un plan économique qui ferait des investissements massifs, ça va créer ce qu'on appelle une bulle. La bulle va créer de l'activité qui fait de sorte que l'emploi va être demandé, la consommation sera là. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va créer ce qu'on appelle de l'inflation à court terme. Ça, c'est un plan qui, à court terme, aurait pu booster l'activité économique au Sénégal et régler les problèmes du moment. Par contre, ça va s'accompagner de quelques couacs qui vont être l'inflation qui va suivre par la suite. Mais ça aussi, une politique monétaire pourra juguler ça. Mais l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, les finances publiques ne sont pas forcément au rendez-vous pour pouvoir financer ça. Ça se peut que le plan soit un plan pour pouvoir dégager de liquidité pour investir plus tard. Qui sait, je ne sais pas. Malheureusement,
J'espère que c'est le cas. Mais pour l'instant, ce dont j'ai peur, c'est qu'une hyper imposition de l'activité économique freine la consommation, qui est une composante essentielle de l'économie. D'accord en tout cas jërëjëf Mamadou Lamine Faye may fàttali